mondiale, évidemment. Qu'est-ce que vous revendiquez comme femme qui relise le Coran? Revendication. Justement, un exemple, Maïsa, et la question est posée aussi aux autres invités. Est-ce que les femmes musulmanes aujourd'hui en France, avec cette loi sur le niqab, elles sont dans une forme de revendication et elles revendiquent le port de... Est-ce qu'on les considère comme des féministes? C'est elle qui faut poser la question. Ouais, c'est elle qui doit poser la question. Je pense qu'en le regard de la sociologue, oui, là, je pense que c'est exactement le moment où il faut se soustraire à la déclaration. Je ne parlerai pas à la place de ces femmes, parce que je pense que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que les femmes voilées sont parlées. Ça ne va pas parler à leur place. Et il est plus que temps que, effectivement, non pas qu'elles prouvent qu'elles sont capables de parler, personne n'en doutait, mais qu'elles prennent la parole. Alors, de fait, lorsqu'il est arrivé qu'on les entende parler, qu'elles ne soient pas simplement réduites au silence et à leur disparition, comme vous le disiez, très justement, elles ont l'air assez cortiquées, mais il n'y a rien qui manque, visiblement, en dehors du fait qu'on ne voit pas leur visage. Et ce qui semble tout à fait frappant, c'est que ce sont des femmes qui sont déterminées, mais en même temps des femmes qui sont hésitantes. Qui m'ont dit, moi je ne dirais pas, et je ne pense pas que, étant en l'état actuel de ce qu'on sait sur le port du voile intégral en France, on puisse parler en termes de revendication. Je crois que c'est un peu prématuré, et puis ça serait sans doute faire plaisir à tous ceux qui ont envie justement de promulguer une loi. Parce que l'idée de, finalement, la logique de la prohibition entend répondre à une forme de revendication. De la même manière qu'il semblerait, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu affirmer, une femme qui porte un voile intégral est une femme qui a la haine de la laïcité. On le prouve. Moi je n'en sais rien. En quoi est-ce que ça conteste les principes de séparation qui sont au fondement de la loi 1905. Donc nous sommes souvent tentés de fantasmer et de plaquer sur ces expériences-là des mots d'ordre, des revendications, des positions dont nous ne savons rien. Par contre, ce que l'on peut effectivement mettre en évidence, et ça c'est assez bien fait par des travaux d'anthropologues, de sociologues, il y a une vie sociale des droits des femmes qui dépend effectivement du contexte. Donc il y a une écologie politique dans laquelle se développe tout un ensemble de revendications qui font effectivement que du coup il y a une extrême pluralité des expressions qui ne sont pas réductibles les unes aux autres et qui ne sont pas non plus hiérarchisables. Il n'y a pas des endroits où les revendications des femmes seraient meilleures que d'autres. Il n'y a pas des endroits où les femmes feraient des revendications moins offensives, moins audacieuses. Enfin, cette logique, effectivement, de la suprématie que l'on connaît bien. À partir du moment où on s'intéresse à cela, on s'aperçoit effectivement qu'il y a toujours une... Parce qu'il y a certes une transmission, mais je crois qu'il y a une lutte de rupture radicale. Qui dit transmission, dit rupture. Toute forme de lutte, de toute façon, est toujours en rupture par rapport à un ordre antérieur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir contre quoi elles veulent lutter et en quoi est-ce qu'elles constituent une forme de rupture. Et ça n'est jamais la même chose qui se passe, ça n'est jamais les mêmes conditions, même s'il y a des logiques, il y a un invariant universel effectivement à l'échelle du globe qui est celui du patriarcat, ça ne se traduit pas, ça ne s'énonce pas, ça ne se pratique pas de la même manière. Donc à chaque fois, il y a des luttes qui sont propres à chacune de ces écologies. Alors, Nassera Ghanif disait qu'on ne pouvait pas parler à la place de ces femmes. Effectivement, aujourd'hui, bon, elles s'expriment sur des sites, justement, sur votre site Hijabat City. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que, justement, on nous renvoie à l'image de femmes complètement soumises, complètement... c'est la négation, en fait, de la femme. Or, lorsque vous leur posez la question, elles ne sont pas du tout dans cette logique. Au contraire, elles le revendiquent parce qu'elles veulent avoir accès à une certaine forme de liberté. Est-ce qu'elles vous disent ça en ces termes-là, Naïma ou Khadija ou Mariam? Ce qui serait intéressant de préciser dans un premier temps, c'est-à-dire que qui dit femme musulmane ne dit pas forcément femme qui porte le voile. Donc depuis tout à l'heure, vous parliez aussi de voile tout à l'heure, on ne sait pas si c'est un voile intégral ou un voile. Voilà. Donc il y a un problème au niveau de la sémantique qui, je pense, peut être assez dangereux. Donc voilà, toutes les femmes musulmanes ne sont pas forcément voilées. Et effectivement, sur Hijab de City, elles ne sont même pas forcément musulmanes. Parce qu'en fait, il s'agissait de créer en fait, une tribune qui permet donc, à des femmes dont on parle beaucoup, mais qui ne donnent pas la parole de pouvoir s'exprimer. Donc les femmes françaises de culture musulmane, notamment les femmes voilées. Et puis du fait un peu du style du site, du ton employé, on s'est aperçu que
on sortait un peu, on va dire, de la forme assez aseptisée, formatée des magazines féminins traditionnels. Donc on s'est retrouvé avec des femmes qui venaient d'horizons culturels et cultuels assez différents. Et donc oui, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos lectrices? C'est qu'elles ont marre d'être considérées comme des voiles sur pattes, ou comme des beurettes, d'entendre à longueur de journée dans les médias ou même dans la rue, d'être stigmatisées. Et tout à l'heure, quand vous parliez de rejet du féminisme, ce qui est important de préciser, là je parle de mon expérience personnelle, c'est que moi j'ai appris et connu le féminisme à travers les cultural et gender studies, et pas du tout à travers les textes des féministes et penseurs françaises. Chacun a une expérience individuelle. Voilà, voilà exactement, je parle de mon expérience, du fait je sais pas, quand j'étais à l'époque, par exemple, étudiante en sociologie, on avait une prof qui était connue pour être une grande féministe, qui avait refusé de faire cours parce que dans son amphi il y avait une femme voilée, ou une autre prof de droit qui en plus avait des responsabilités administratives au sein de l'université, qui le jour de la journée de la femme a attendu que ces étudiantes voilées s'assoient pour les stigmatiser et signifier donc, à l'Assemblée qu'aujourd'hui on fêtait la femme, mais que malheureusement, notamment à cause des femmes voilées qui sont dans l'amphithéâtre, des femmes à travers le monde sont tuées et battues. Donc voilà, après, c'est en ça que vos étudiants, je pense, se sont vus en fait un petit peu... elles se reconnaissaient pas en tant que féministes, parce qu'on est dans un pays où justement le féminisme est, on pourrait le qualifier de radical en fait. Et par rapport en fait, en tout cas aux femmes musulmanes, je me situe en fait par rapport aux femmes musulmanes, il y a une cohabitation qui est très très mauvaise. Donc, du fait de cette cohabitation qui est mauvaise, les femmes musulmanes ne se reconnaissent pas à travers les figures féministes françaises. Donc à travers notamment le voile islamique, on a une espèce de stigmatisation de ces populations-là, ou alors on a d'un côté soit la voilée, soit la beurette, et on n'a pas en fait une espèce de juste milieu en fait qui présenterait en fait la femme de culture musulmane comme étant une femme ayant des revendications, qui a une volonté justement à lutter pour ses droits au même titre que ces femmes-là. C'est pour ça qu'en fait vous avez eu une espèce de rejet en fait, je pense, si je peux dire juste un petit mot. Alors très rapidement, parce que nous n'allons pas réduire le seul homme qui est sur le plateau au silence. Thierry Facou, oui, allez-y très rapidement. Et au-delà de la question du rejet, entre guillemets, du féminisme par ces femmes-là, on a aussi des femmes qui ne sont pas du tout musulmanes ou culturellement musulmanes. Je limite pas le rejet à ces étudiants. Non, mais voilà, oui, non, mais exactement. Pour dire qu'elles le prouvent, même si elles l'expriment pas. Non, mais de toute façon, on est d'accord, c'est juste pour rebondir. Il y a des femmes qui le rejettent également, parce qu'on est dans un... parce qu'on est dans un féminisme qui... C'est devenu de la misandrie, en fait. On est là à opposer les sexes, et c'est en ça que moi, en lisant les travaux de penseurs américains, et notamment, je sais pas, Judith Butler, voilà, il y a vraiment un gap, quoi. Alors le regard du philosophe, qui a beaucoup écrit justement sur ces questions, monsieur Thierry Facou, justement, est-ce que l'islam est une religion qui opprime les femmes, qui au contraire libère la femme? Ma position là-dessus m'oblige à prendre un peu de recul, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que l'islam, mais les religions. Et je ne connais pas, j'ai dirigé le politique qui s'appelle l'État des religions il y a quelques années à Vancouver, après avoir fait taire des femmes, enfin je ne rentre pas dans ces trucs-là, qui étaient des perceptions un peu panoramiques de tout ce qui existait. Je ne connais aucune religion qui soit libératrice, ni de l'homme, ni de la femme. Ce sont des religions de la soumission, ce sont des religions de la culpabilité, ce sont des religions... On aimerait bien aussi dire autre chose après. Oui, chacun son tour. Je demande la parité, donc je demande la moitié de temps. Non, je fais ça. C'est pas ce que je non, mais juste, voilà, ça c'est le premier point. Et aussi bien dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, enfin, ce n'est pas spécifique. Et donc, comme l'islam est une religion qui est historique, on peut aussi essayer de comprendre quand elle est née, à quel moment, dans quel contexte, etc. Par exemple, il y a un très beau livre de Camille Lacoste du Jardin qui s'appelle Des mères contre les femmes, qui explique très bien, alors elle parle le chlou, elle parle l'arabe, elle connaît très très bien mieux que moi, évidemment, le terrain, comme on dit, et elle explique très justement